Tout pour investir, tout pour votre argent. Et je suis bien entourée ce matin. Olivier Landrevi de Moneysmart est toujours parmi nous. Rebonjour Olivier. Bonjour. Nous sommes rejoints par Julie Cohen, journaliste BFM Business. Bonjour Julie, aux manettes de BFM Bourse tous les jours, 15h30, 18h. Et puis Gustave Sonden, le cofondateur de Colbert, avec nous ce matin. Bonjour Lorraine. On va revenir sur ces fonds obligataires datés dont Olivier était en train de nous rappeler d'une part la définition et puis d'autre part l'utilité dans le contexte particulier. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Olivier ? Oui, je dois souligner que malgré tout, ce sont des fonds qui comportent un risque en capital. Ah, merci. Ça n'est pas un risque qui est lié au risque de taux, c'est un risque de non-remboursement par les entreprises qui ont émis les obligations en question. Maintenant, c'est un risque qui est quand même très mesuré, d'une part parce que le fonds va se diversifier sur un grand nombre d'émetteurs d'obligations, et ensuite parce que le travail du fonds, c'est aussi de sélectionner des entreprises de bonne qualité. Pour un investisseur qui ne se projette qu'à un an, Gustave, il y a d'autres quand même supports à privilégier que les obligations datées. Ouais, typiquement, effectivement, ces obligations datées, c'est fait pour déjà du long terme et paradoxalement pour capter une performance qui va se faire sur le court terme. Donc si vous êtes dans une logique de rendement, et de long terme, je pense que c'est un très bon support. En revanche, si vous êtes soit dans une logique de capitalisation, il y a des alternatives à regarder, soit dans une logique de court terme, effectivement, il faut privilégier des supports plus liquides que ça. Bien sûr. Bon, on va retoucher un mot d'or et plus largement, nous allons parler de valeur refuge avec vous. Le cours de l'or qui flirte de nouveau avec les $2000 un vendredi à New York. En fin de journée, ça se négocie autour de $1997. Une flambée, plus 10% depuis les événements en Israël. Olivier, pour les novices, pour ceux qui n'ont jamais touché de l'or près ou de près ou de loin, est-ce que c'est le moment d'aller mettre des billes dans l'or, de rentrer sur ce marché ? Si on croit à l'extension du conflit, oui, j'ai envie de dire à coup sûr. Maintenant, je n'ai pas de boule de cristal, j'espère qu'on n'aura pas d'extension du conflit. Mais c'est un support qui est considéré par beaucoup d'investisseurs, notamment dans les pays émergents d'ailleurs, comme une protection contre le scénario du pire, on va dire. Julie, vous avez monitoré quoi sur l'or dans BFM Bourse la semaine dernière ? Pas grand-chose, vous avoue. On a beaucoup parlé du pétrole, mais pas forcément de l'or. Gustave, qu'est-ce qu'il y a comme autres valeurs refuges sur lesquelles on peut s'attarder alternativement à l'or ? Ouais, alors si je peux me permettre, je veux bien rebondir quand même sur l'or parce que je pense que c'est un vrai sujet, c'est assez symptomatique de l'environnement. Je pense que l'or rebondit pour deux raisons. Pour une raison conjoncturelle, vous l'avez dit, en fait, c'est cette crise dans le Moyen-Orient qu'on observe. Et effectivement, systématiquement, quand il y a ce genre de tension, on voit un rebond de l'or. Donc ça, c'est l'élément conjoncturel, juste pour vous donner des ordres de grandeur. 2003, plus 40% en Irak, avec la guerre en Irak. Et la première guerre du Golfe, on a atteint les plus 80%. Et il y a aussi un élément structurel. Et là, c'est plutôt, en fait, si cette crise se propage, ça pourrait pousser l'inflation à un niveau qui, enfin, entre guillemets, enclenche une première récession. Et là, en l'occurrence, si on rentre dans un environnement récessif, l'or jouera vraiment son rôle de valeur refuge. Donc il y a vraiment deux facteurs qui peuvent pousser l'or en même temps, conjoncturel, structurel. Voilà, évidemment, on continuera à monitorer cette incertitude géopolitique qui, vous nous le rappelez, fait évidemment varier grandement cette valeur de l'or. Autre valeur refuge, Gustave, à quoi on pense ? Bon, il y a déjà les autres métaux qui suivent de manière très corrélée l'or. Et il y en a un autre peut-être qu'on voit moins dans ce genre d'analyse traditionnelle, c'est le Bitcoin. Et alors là, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est la corrélation qu'on est en train d'observer entre l'or et le Bitcoin. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, parce que souvent, en fait, le Bitcoin a mimé les marchés financiers et même les Magic 7, donc les grosses boîtes tech. Là, en l'occurrence, il mime une valeur refuge. Donc pour la première fois, ou pour l'une des premières fois, même si ça commence à durer, on voit ce Bitcoin qui joue enfin le rôle qu'on lui avait prédestiné de valeur refuge. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa, et peut-être qu'on parlera d'infrastructure plus tard. Olivier Landrevi. Pour les investisseurs les plus sophistiqués, je pense qu'il faut aussi réfléchir devises. Si le conflit s'aggrave, immanquablement, les devises les plus solides, donc je pense au dollar, je pense aussi au franc suisse, qui a ces caractéristiques de valeur refuge, seront amenés à monter par rapport à l'euro.
Le dollar, c'est une excellente transition parce qu'on va parler de ce qui se passe en dehors du Moyen-Orient en zoomant sur l'Argentine, où si vous avez suivi l'actualité, eh bien, le pays est au cœur d'une campagne présidentielle et surtout au cœur d'un débat quasiment philosophique, en tout cas économique, qui est de sortir du dollar. Alors mon accent argentin-espagnol est très mauvais. Sortir du peso. Sortir du réseau. Ça s'appelle la dédollarisation, si je dis bien. Gustave, expliquez-nous un peu ce qui se passe. Je vais pas vous concurrencer sur l'accent, mais effectivement, il y a en fait en Argentine les élections, en ce moment des élections générales d'ailleurs, parce qu'elles sont à la fois présidentielles, législatives et sénatoriales. Et ces élections, l'attention a été clairement captée par un candidat assez populiste, qui s'appelle Javier Milei. On peut le dire, hein, c'est carrément un potentiel Trump argentin. Oui, il est très comparé effectivement à Trump ou à son homologue brésilien Bolsonaro. Et parmi ces mesures chocs, donc il a un certain nombre de sorties un petit peu atypiques, mais parmi ces mesures chocs, il y a notamment le fait d'abdiquer carrément le peso, d'abdiquer la banque centrale argentine, c'est-à-dire clairement de la fermer et de n'avoir recours qu'au dollar, c'est-à-dire que la monnaie qui ferait foi en Argentine serait le dollar. Donc on se prive de sa souveraineté monétaire. Donc ça, c'est une mesure assez choc, et pourtant elle est déjà en vigueur dans plusieurs pays et des pays d'Amérique latine, donc le Panama, le Salvador et l'Équateur. Et donc on voit qu'il y a en fait le gros intérêt de cette réforme, c'est d'éviter la surinflation et d'avoir une stabilité monétaire un peu plus importante, ce qui est clairement ce qui fait très défaut à l'Argentine, parce qu'il y a d'autres choses qui font défaut à l'Argentine. Donc on se souvient effectivement des années 80 où l'Argentine avait tout dépassé en matière d'inflation avec des niveaux de plus de 400%. Et là, cette année 2023, malheureusement, on commence à pas être si loin. Donc nous, on s'alarme de 6% d'inflation en France. En Argentine, pour vous donner un ordre d'idée, on a dépassé les 120% en 2023. Donc autant vous dire que les Argentins, ils sont un petit peu épuisés de ces systèmes ou de ces périodes d'inflation et qui cherchent des alternatives, et que parmi ces solutions un peu simples, celle-ci a retenu leur attention. Alors partout, on parle de dédollariser. En Argentine, dollariser le pays, une idée plutôt à haut risque quand même pour pallier l'inflation. Olivier, qu'est-ce que vous en pensez ? J'irais jusqu'à dire que c'est une idée populiste, parce qu'il y a un obstacle d'exécution énorme pour pouvoir aller vers la dollarisation. C'est qu'il faut transformer tous les pesos détenus par les Argentins, leur épargne, aujourd'hui, il faut la transformer en dollars. Il faut échanger les pesos contre des dollars. Aujourd'hui, les réserves en dollars de la Banque centrale d'Argentine sont 2,5 fois inférieures à la valeur de l'épargne des Argentins. Donc ça signifierait qu'au moment, à l'instant de la dollarisation, tous les épargnants argentins se voient perdre 70% de la valeur de leur épargne. Ce serait ça le choc. Donc est-ce que c'est pas juste un coup un peu marketing, parce que concrètement, ça y ressemble. Comment ça va pouvoir se mettre en place ? C'est bien joli, mais comment ça va pouvoir se mettre en place ? Parce que c'est pas juste un coup de Ça implique de rincer les épargnants argentins. Voilà. Et alors, ensuite, il y a des pays qui l'ont fait. Hein. C'est vrai que ça peut avoir des avantages, mais c'est une perte de souveraineté énorme. Oui, Gustave nous rappelait, Salvador, Équateur et puis Panama. Et en Asie aussi, il y a quelques pays qui utilisent le dollar. Mais c'est une perte de souveraineté énorme. Ça veut dire qu'on ne peut plus avoir de politique monétaire indépendante. Ça veut dire que tant qu'on n'est pas capable de lever de la dette sur les marchés, je pense qu'aujourd'hui l'Argentine aurait beaucoup de mal, on ne peut pas avoir un déficit budgétaire. Hein. Donc ça impliquerait aussi que l'Argentine fasse des efforts énormes par rapport à ses politiques actuelles, puisque aujourd'hui il y a un déficit budgétaire très lourd en Argentine, qui est d'ailleurs sans doute la cause de l'inflation. Et une dollarisation qui empêcherait, vous le dites, de mener une politique monétaire nationale, ce qui semble assez contre-intuitif d'un point de vue politique quand la mesure est prônée par un populiste. Oui, complètement. Et je pense que ça ne résout pas les problèmes structurels. Et le risque, en fait, de transformer, disons, ce peso en dollars, c'est d'avoir une inflation paradoxalement importée qui devienne très très forte. C'est-à-dire que le gros enjeu aujourd'hui de l'Argentine, c'est de retrouver de la compétitivité. On le rappelle, c'est un des rares pays qui régresse, en fait. Depuis la fin du 19e siècle, début 20e, c'est une vraie anomalie. C'est un pays qui fonctionne de manière décorrélée des autres pays qui avaient ces caractéristiques économiques. Et je pense que le vrai enjeu pour l'Argentine, c'est plutôt de se réindustrialiser. Et typiquement, si elle avait recours au dollar, qu'elle perdait en compétitivité, ce ne serait pas forcément un atout de poids pour y arriver. Maintenant, pour retrouver la confiance des investisseurs, je pense que l'Argentine a beaucoup à faire sur des sujets simples, comme la corruption,
où elle se classe 94e sur 180 pays, ou comme sa capacité à innover, où elle est seulement 69e sur 132 pays. Donc je pense qu'on voit que l'Argentine a vraiment des défis structurels, malgré ses énormes atouts au départ. Voilà, ces élections argentines qu'on va continuer à suivre évidemment sur notre chaîne. Julie, vous avez fait votre revue de presse ce week-end et vous avez retenu un article intéressant de nos confrères de Challenge sur les fonds zombies. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds zombie et pourquoi ça nous concerne, nous, investisseurs ? Alors effectivement, ça n'a rien de nouveau, mais ça revient sur le devant de la scène et ça peut effectivement avoir un impact sur les portefeuilles des investisseurs. Alors déjà, un fonds zombie, de quoi on parle ? Eh bien, c'est un fonds qui conserve ses parts dans des startups au-delà de la date prévue. Il les conserve pour deux raisons, soit parce qu'il ne parvient pas à les revendre, soit parce qu'il ne trouve pas d'autres financements auprès d'investisseurs institutionnels. Sauf que ça a pour conséquence d'immobiliser du capital, ce qui fait que ça peut ne pas être avantageux pour les entrepreneurs. Et alors, pour vous restituer un petit peu le contexte, on assiste donc depuis plusieurs mois à un effondrement de certaines valorisations, notamment dans la tech, ce qui implique que de plus en plus de fonds de capital risque ont du mal donc à revendre leurs investissements à un prix qui est donc satisfaisant. Et le résultat, c'est que cette situation, si elle venait à se prolonger, eh bien, les fonds en question pourraient se muer donc en fonds zombies. Et il faut dire que donc la guerre en Ukraine, la flambée des taux et donc les tentatives des banques centrales et de la Réserve fédérale américaine pour enrayer l'inflation ont préparé donc le retour de ces fonds donc morts-vivants. Donc ça n'a rien de nouveau, mais il y a effectivement une recrudescence qui est constatée et donc c'est là où il faut être vigilant du côté des investisseurs. On le rappelle, parce que quand les taux montent, les valeurs des actifs, eh bien elles baissent et donc avec l'effondrement des valorisations, notamment dans la tech, eh bien les gérants de fonds, ils ont donc du mal à revendre les participations au prix qu'ils avaient espéré. Et donc si vous avez placé vos billes dans des fonds qui sont arrivés à échéance, donc prudence. Olivier ? J'ai envie de dire que c'est du darwinisme économique. Donc, pas de panique, la tech va pas s'effondrer dans son ensemble. Il y a des publications qui arrivent, donc et les fonds de venture capital, puisque c'est de ça dont on parle, continueront à exister. Ce qui se produit, selon moi, c'est que pendant une dizaine d'années, c'était vraiment très facile pour des équipes peu expérimenté de se lancer dans ce métier et de lever des capitaux. Ce métier, c'est quoi ? C'est la tech ? Le métier d'investisseur dans des startups de la tech. Et beaucoup de jeunes équipes se sont lancées, et tant mieux pour elles. Et aujourd'hui, dans un moment difficile, les investisseurs font preuve de plus de sélectivité. Et donc, ils vont concentrer leurs capitaux sur les équipes les plus aguerries. Et effectivement, c'est difficile pour les équipes qui le sont moins, et certainement certaines d'entre elles seront amenées à disparaître. C'est un phénomène cyclique assez normal, et je pense que c'est ça qu'on a devant nous. Je suis investisseuse particulière, j'ai des billes dans une start-up qui a à son bord un fonds zombie. Qu'est-ce qu'on fait, Gustave ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous ne faites pas grand-chose, parce que vous n'avez pas beaucoup d'options. Donc il y a des marchés secondaires qui se sont créés quand même ces dernières années. Je pense à Caption Market par exemple. Donc des alternatives existent aujourd'hui pour céder des parts de non-coté, parce que le gros risque du non-coté, c'est le risque de liquidité. Donc vous pouvez éventuellement étudier ces alternatives, mais très probablement ils vous référenceront que si votre start-up est sexy du point de vue des autres investisseurs. Donc je pense que le mieux que vous pouvez faire, c'est malheureusement attendre. Bon, merci à beaucoup tous les trois.